Bonjour et bienvenue dans le numéro 19 de Jaf ta mère sur RLP, l'émission de l'association Équité Parentale consacrée à l'étude de l'environnement des conflits familiaux avec enfants. La résidence alternée, les divorces et séparations. Aujourd'hui avec monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste, intervenant en service public ainsi qu'en libéral. Ce sera une discussion intéressante afin de demander à des intervenants de terrain leur avis et surtout des conseils pour bien gérer ces situations. Nous aurons une intervention de maître Béris Salcroix ainsi que de monsieur Claude Néris qui nous donneront leur avis sur la nomination de notre nouveau garde des Sceaux, monsieur Éric Dupond-Moretti. Tout ceci après les actualités. Merci d'être là, ne bougez pas. C'est Jaf ta mère sur RLP. Vous êtes sur RLP 102.3. Actualité d'abord, les rencontres politiques avec les élus. Ce mois-ci, nous avons rencontré Bernard Perru, député LR du Rhône, qui a fait une question écrite le 12 mai au journal officiel. Il rappelle à Madame la ministre de la Justice que 3,4 millions d'enfants ne vivent pas avec leurs deux parents en France, soit un enfant sur 4. Alors que le Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité un projet sur l'égalité parentale, toutes les études s'accordent à dire qu'un enfant a autant besoin de chacun de ses deux parents, même et surtout séparés. C'est pourquoi la privation des enfants d'un de ses deux parents apparaît comme un véritable problème de société. Dans 85% des cas, l'enfant réside chez la mère, où le manque d'amour et de repères paternels peut provoquer détresse et déstabilisation. Pourtant, lors du divorce entre deux parents, et à défaut d'accord sur le mode de résidence de l'enfant, le juge fixe prioritairement l'hébergement de l'enfant de manière équilibrée entre ses parents. Avec seulement 14% de résidences alternées, la France est à la traîne en Europe. Et c'est pour cette raison qu'il souhaite connaître son analyse de la question et les mesures qui pourraient être prises pour faire respecter le droit des enfants à voir autant leurs deux parents selon la Convention internationale des droits de l'enfant. Monsieur Bernard Perru, député LR du Rhône, qui est donc avec nous. Le 4 juin, Stéphane Viry, député LR des Vosges, membre de la Commission des affaires sociales et droits des femmes, il est avocat. Il a lu et partage pleinement nos documents transmis par Madame Elimas, rapporteure du rapport sur la politique familiale du XXIe siècle dans le cadre d'une mission d'information parlementaire pour guider des initiatives ultérieures. Il y en a le président. Nous allons le revoir en septembre. Bon, c'est le fameux document qu'on a co-signé à 25 associations. Là, je vous donne ce que nos confrères d'égalité parentale font au niveau politique. Nous, on fait plutôt la com, eux font plutôt les politiques. Le 16, ils ont rencontré monsieur Guy Bricou, député UDI du Nord. Il est très au fait, il y a des proches concernés. Il souhaite s'impliquer pour aider des membres de son groupe à porter une proposition de loi dans le sillage de la députée Nicole Sanker, qui brigue une mairie et va se retirer pour raison de non-cumul des mandats. Enfin, encore deux, le 22 juin, Marie-Georges Buffet, députée GDR de Seine-Saint-Denis, très à l'écoute, elle semble parfaitement d'accord avec notre revendication et proposition de loi. Elle va lire nos documents et souhaite nous recevoir à l'Assemblée nationale avant le 15 juillet. Les lignes bougent, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et pour terminer, monsieur Jean-Louis Bourlange, député MoDem des Hauts-de-Seine. Alors lui, par contre, il n'est pas du tout convaincu de l'intérêt d'une loi pour pluriance alternée, car la loi actuelle suffirait. Il faut dire que le MoDem a pris une petite veste avec monsieur Latombe il y a 1 an et demi, enfin 2 ans et demi plutôt. Donc on comprend que les gens de ce parti sont un peu plus réticents. Néanmoins, il va réfléchir et en parler
parler avec Madame Wisniewski, députée 63 et qui est magistrate. D'ailleurs, elle refuse de nous recevoir, cette dame, ce qui est assez étonnant. L'actualité, puisque nous parlons de situation d'égalité parentale, c'est aussi le nouveau livre de Monsieur Thierry Berger, Papa, pourquoi t'es pas là ? Qui est en vente en librairie, à la Fnac, sur Amazon, chez l'éditeur Chronique Sociale. Il est préfacé par Gérard Néran, que nous recevrons durant la prochaine émission, sociologue, ainsi que par Jacques Séguéla, publiciste, et Serge Effès, pédopsychiatre. C'est un livre qui raconte la vie d'un père et de ses enfants emmenés vivre de loin. Donc il y a beaucoup de témoignages, les difficultés de rester père. C'est intéressant, surtout que nous recevrons Thierry dans une émission, je pense en septembre ou en octobre. On l'avait déjà eu pour son livre précédent. Nous l'aurons donc pour celui-ci. Vous êtes sur RLP 102.3. Qui dit remaniement ministériel dit nouveau garde des Sceaux, nouveau ministre de la Justice. Quel est donc l'avis sur monsieur Éric Dupond-Moretti de Maître Aubéry-Salcroix ? Maître Aubéry-Salcroix de retour sur RLP qui va nous donner en exclusivité sa réaction sur la nomination de monsieur Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous en pensez, maître ? Bonjour. Bonjour Stéphane. Moi écoutez, c'est un petit peu, je pense, comme la plupart des gens, assez circonspecte sur cette nomination. D'un côté parce que le professionnel que je suis espère que ça va entraîner une meilleure écoute de la part du ministère de la Justice par rapport au retour que nous on peut faire de nos difficultés sur le terrain et sur les imperfections du système actuel. De l'autre côté, c'est vrai que on est sur le plan d'opportunités politiques un peu plus dans le doute de savoir si finalement il n'a pas été mis là pour l'image, puisqu'on a quand même deux personnages assez médiatiques au gouvernement, et le mettre en fait en homme de paille comme destinataire principal de toutes nos revendications à un moment où on reprend le projet de réforme des retraites qui a soulevé toute la profession. D'ailleurs son attitude au tout début du mouvement a été assez critiquée, va pas le placer dans une situation très délicate avec d'un côté des confrères qui s'insurgent à juste titre, vous connaissez ma vision sur ce point, et de l'autre une sorte d'affiliation quand même au gouvernement. Donc à savoir si mon confrère restera en place bien longtemps, on peut s'interroger. En tout cas, voilà, on ne pas les 600 jours. Oui, certes, mais avec le caractère d'Éric Dupond-Moretti, je ne suis pas sûre qu'il atteigne les 600 jours. Mais ou alors c'est le gouvernement qui ne survivra pas, je ne sais pas. Lequel des deux aura raison de l'autre. Mais voilà. Nous, en tout cas, on essaye de rester optimistes et de tabler sur une amélioration du système judiciaire actuel, avec la parfaite conscience que c'est pas en 2 ans qu'il va pouvoir tout révolutionner. Mais bon, on reste optimiste. Oui, effectivement, nous avons un avocat qui est garde des Sceaux, c'est une première, je crois. Mais pensez-vous qu'il soit vraiment concerné par ce qui gravite autour de la famille et des enfants ? Alors, à titre d'exercice, lui, individuel, non, puisque clairement c'est un pénaliste, et puis parce que les enjeux d'un dossier JAF sont bien peu importants par rapport à la petite pression qu'on peut avoir quand on est aux assises, et puis l'adrénaline que ça peut provoquer, et puis parce qu'il n'y a pas de dossier à plus de 100 000 euros en matière de juge des enfants. Mais en tant que garde des Sceaux, par contre, son devoir, c'est d'entendre toutes les remontées terrain, y compris celles qui concernent les mineurs. Donc après avoir réformé le droit des mineurs, je pense que en termes de politique publique et puis d'amélioration du service des mineurs et la prise en charge, notamment tous les manques de moyens qu'il y a au niveau de l'ASE, et puis les pratiques déviantes qu'on a pu observer, dont on a déjà parlé, effectivement, il doit y être sensible. Donc on espère qu'il le sera. Maintenant, c'est vrai que c'est pas sa matière de prédilection à la base. Très bien, nous allons suivre tout ça. Écoutez, passez un bon été, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Nous avons également demandé son avis à monsieur Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale. Monsieur Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale sur RLP 102.3 qui est avec nous. Claude, ça va ? Oui, très bien, et toi ?
Oui, très bien. Nous avons eu récemment une nomination pour un nouveau garde des Sceaux, la personne de monsieur Éric Dupond-Moretti. Quel est ton avis sur cette nomination et est-ce que c'est bon pour notre cause? Donc, concernant la nomination de Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice garde des Sceaux, j'appréhende cette nomination sur la base de deux versants. Le premier sur les réformes, le deuxième sur la position conflictuelle. Au niveau des réformes, il a pris deux dispositions qui ont également été demandées par nous. C'est notamment la séparation du parquet de l'exécutif. Et la deuxième position, c'est la responsabilisation des magistrats sur les conséquences de leurs décisions. Au titre de la position conflictuelle, il s'est souvent attaqué de front au corps judiciaire, ce qui a soulevé la bronca des magistrats, notamment par une déclaration d'un syndicat qui a parlé d'une véritable déclaration de guerre. C'est également la bronca des féministes, puisqu'il a eu l'occasion de prendre des positions et faire des déclarations contre notamment le mouvement MeToo. Je considère, pour ce qui concerne cette nomination, que déjà il vient d'être nommé. C'est un homme qui a du charisme. Il a l'avantage de pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière et il convient tout simplement d'attendre pour voir ce qu'il va faire. Eh bien, nous suivrons tout cela. À bientôt, Claude. Salut, à bientôt. Vous êtes sur RLP 102.3. L'actualité, c'est également actuellement un mouvement qui semble devenir viral sur Internet. Papa égale maman du collectif pour l'égalité parentale avec Nicolas qui lance un mouvement avec, ils sont plusieurs, il demande aux gens d'afficher des affiches avec des slogans que je reconnais parce que certains ont été écrits il y a 2 ans et demi avec Sébastien et Gaël lorsque nous avons lancé Équité parentale et donc ces affiches qui demandent aux gens de les mettre un peu partout sur leur voiture, sur leur maison. Donc on trouve des photos dans le Gard, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le centre, les enfants s'y mettent, beaucoup de femmes, beaucoup de pétitions. Nous ferons, je pense, un spécial actualité, un spécial mouvement prochainement, car ça bouge beaucoup. J'ai vu notamment qu'il y avait des choses à Angers, dans plusieurs villes de France, dans plusieurs forums sur Internet. La contestation monte et beaucoup de parents concernés se plaignent de ne pas pouvoir garder le lien avec leurs enfants. Vous êtes sur RLP 102.3. Mais tout de suite, comme promis, voici notre entretien de la semaine avec Monsieur Lavergne, une discussion en 5 parties agrémentée de pauses musicales, centrée sur l'enfant, la construction de l'enfant. Ne quittez pas parce que vous verrez, j'ai beaucoup aimé cet entretien, je remercie Monsieur Lavergne et écoutez-le jusqu'au bout car vous verrez, ça monte en puissance et nous reparlerons car je pense que nous avons encore beaucoup de choses à obtenir de lui. Bonjour, donc aujourd'hui sur RLP 102.3, nous sommes avec Monsieur Thierry Lavergne qui est pédopsychiatre ainsi que psychanalyste sur Aix-en-Provence et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Lavergne, vous êtes là ? Oui, bonjour Stéphane. Oui, bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous présenter, nous dire qui vous êtes et pourquoi vous avez fait ce choix de carrière ? Alors, je m'appelle Thierry Lavergne, je suis pédopsychiatre en service public et psychanalyste installé à Aix-en-Provence. Le choix de ma carrière est ancien. J'ai choisi ce domaine quand j'étais en classe de première au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence et quand j'ai découvert la psychanalyse, Freud, quand j'ai commencé à m'intéresser aux mécanismes qui font qu'on choisit certaines choses. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré par mes enseignants qui me destinaient plutôt à des études scientifiques, à des grandes écoles, des choses comme ça, et qui m'ont accompagné dans ce choix de faire médecine, et puis pédopsychiatre, et puis psychanalyste. Oui, donc effectivement, pédopsychiatre passe par des études de médecine. Vous êtes donc un thérapeute apte à faire des ordonnances, avec une spécialisation en psychiatrie de l'enfance, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, oui. Voilà, oui. Et psychanalyste, lui, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la psychanalyse en différenciation de la pédopsychiatrie ? C'est pas la même chose, même si bien sûr les champs se croisent, mais la pédopsychiatrie c'est une spécialité de la médecine, c'est même une spécialité de la psychiatrie,
La psychanalyse, c'est donc oui, pour rester un petit peu sur la pédopsychiatrie, c'est une spécialité de la médecine, donc on considère qu'il y a un objet malade et qu'il y a quelque chose à traiter, une maladie à traiter, et c'est le regard médical. Mais ce regard médical n'est pas suffisant pour prendre en charge les enfants malades, et c'est pourquoi j'ai complété ma formation par une démarche de formation en psychanalyse, puisque la psychanalyse considère que c'est le sujet qui est acteur de son destin, et que le regard psychanalytique permet eh bien d'aider l'enfant, mais l'adulte aussi bien entendu, à faire des choix éclairés, à trouver plus de liberté dans sa façon de choisir. D'accord. Vous exercez depuis combien de temps ? J'ai passé mon diplôme de pédopsychiatre en 1984, donc ça fait quelques années maintenant. Oui. Est-ce que vous avez vu une évolution des écoles de pensée durant votre carrière ? Oui, oui, beaucoup. Lorsque j'ai commencé la pédopsychiatrie, les liens entre la pédopsychiatrie et la psychanalyse étaient très étroits, et c'était assez naturel finalement de faire ces liens. Et puis petit à petit, les choses ont évolué, et de plus en plus souvent, on trouve en pédopsychiatrie des regards qui sont liés à tel ou tel dysfonctionnement de l'enfant. On va parler de dysorthographie, on va parler de dyscalculie, etc. Bon. Donc on va définir des symptômes qui ne vont pas, et on va traiter ces symptômes, ce qui finalement présente peut-être un avantage par rapport à une prise en charge ponctuelle d'une difficulté d'un enfant, mais qui présente l'inconvénient de ne pas avoir un regard global sur ce qu'est l'enfant. D'un autre côté, pour être complet dans ma réponse, il faut aussi que je dise que je trouve que la psychanalyse a, depuis les années 70, connu bien des dérives qui ont culpabilisé les parents en leur laissant croire qu'ils étaient la cause des difficultés de leur enfant, et en renforçant finalement le sentiment qu'ils sont à l'origine des difficultés de l'enfant, et peut-être en renforçant leur difficulté à avoir une éducation contraignante, rassurante, structurante pour leurs enfants. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans aussi dans le fonctionnement de la société en général, quoi. On accepte de moins en moins ce qu'on pourrait appeler la fonction paternelle, c'est-à-dire une fonction qui est là pour cadrer, pour rassurer, structurer et ouvrir au monde. Donc là, on y arrive effectivement. Vous travaillez auprès de l'enfance. Vous êtes donc confronté à l'environnement des séparations familiales et des conflits parfois qui entraînent les enfants en turbulence. Ah oui, oui, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, beaucoup d'enfants qui souffrent. Pour être tout à fait franc, je pense que les enfants souffrent des conflits qui les entourent. Beaucoup d'enfants souffrent des conflits qui les entourent, que ces conflits aboutissent ou non à une séparation. Bien sûr. Et ce qui fait encore plus souffrir les enfants, c'est les conflits qui ne sont pas dits, c'est les non-dits. C'est-à-dire que il y a aussi pas mal de conflits finalement autour de la prise en charge de l'enfant, ou des conflits entre les adultes qui s'occupent de l'enfant, qui sont tus, qui ne sont pas dits. Alors c'est souvent, enfin pas toujours, mais souvent, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est souvent pour épargner l'enfant qu'on ne va pas dire les conflits et qu'on va, voilà. Mais en réalité, il y a une perception évidemment intuitive ou inconsciente, enfin tout dépend le registre dans lequel on se place pour comprendre ça. Une perception par l'enfant de ces conflits qui est extrêmement toxique pour son développement.
Donc Monsieur Lavergne est avec nous aujourd'hui sur RLP 102.3. De par votre point de vue professionnel et votre expérience, quel est votre regard sur la situation actuelle des traitements des conflits familiaux en France? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet? Peut-être qu'il faut que je précise que quand je me suis présenté tout à l'heure comme pédopsychiatre en service public, ça veut dire que je travaille en ambulatoire pour les services hospitaliers, d'une part, et d'autre part, une autre partie de mon activité salariée est à la sauvegarde de l'enfance à Aix-en-Provence, auprès des professionnels qui interviennent dans les familles où des enfants sont signalés en danger auprès du juge des enfants. Et cette activité que je conduis depuis 1995 auprès des travailleurs sociaux qui travaillent sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, sauf sur Marseille, et qui donc réfèrent aux tribunaux d'Aix-en-Provence et de Tarascon, eh bien, m'a appris beaucoup de choses sur les souffrances des enfants et sur la façon qu'on peut avoir de les défendre. Et la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui est difficile, qui est souvent mal doté, et peut-être même pas très bien connu et pas très bien accepté par notre société. C'est pourtant, de mon point de vue, le signe d'une société évoluée que de ne pas laisser faire la loi de la jungle qui, naturellement, donne plus de pouvoir aux adultes, aux grands, qu'aux enfants, et je trouve très important de défendre le fait qu'il y a une loi qui protège les enfants. J'ai conscience qu'en vous répondant comme ça, j'ai pas répondu à votre question. Non, on place un cadre effectivement pour commencer à avancer. Dans JAF ta mère, nous sommes régulièrement critiques par rapport à l'ASE et aux services sociaux, à qui beaucoup de gens reprochent de ne pas respecter les lois et de régulièrement favoriser un type de parents. Notamment, nous avons Arnaud ou d'autres personnes qui interviennent ici régulièrement, où lorsque la mère se révèle malheureusement défaillante, alors qu'un JAF au départ, affaire familiale, a donné la garde à la maman, l'enfant finit placé par l'ASE plutôt que d'être confié au père, et il est extrêmement difficile pour le père d'avoir accès aux documents de l'aide sociale à l'enfance, d'être considéré correctement, et enfin, il y a un certain nombre de récriminations avec un environnement qui parfois fonctionne assez mal. Hein. Les reportages ont été assez nombreux. L'ASE, en fait, est remplie aussi d'enfants qui sont en très grande difficulté. Et nous avons aussi le sentiment parfois que des enfants qui sont un petit peu en difficulté ou qui pourraient se débrouiller avec une assistance en local sont parfois un peu facilement mis dans des endroits où ils sont encore plus en difficulté et que tout ceci, surtout, draine énormément d'argent. Alors c'est un regard un petit peu noir, mais le fait que vous ayez expliqué que vous aviez un avis, un aperçu de l'intérieur peut aussi vous aider, vous, à répondre à ce regard. Oui, d'autant que vous parlez de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas tout à fait. Moi, je travaille pour la sauvegarde de l'enfance, donc une association de protection de l'enfance, droit public. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que l'aide sociale à l'enfance. Hein. L'aide sociale à l'enfance, bien sûr qu'on intervient, qu'on a affaire à eux lorsqu'il y a nécessité de placer l'enfant. D'accord. Hein. Et je dirais la pire des choses qui puissent arriver, mais quelquefois, il est nécessaire d'éviter à un enfant d'être dans une situation. Oui, non, mais il faut sauver les enfants, il faut protéger les enfants, danger. Ça, c'est voilà. Tout à fait. Et moi, la pratique que j'ai est auprès des équipes qui interviennent en AMO et en aide éducative à la demande des parents. L'aide éducative l'AMO, c'est l'aide éducative à la demande du juge des enfants, et il y a aussi la possibilité pour les parents de demander une aide éducative qui sera financée par le Conseil général. Dans le cas où c'est demandé par le juge, ça va être financé en partie par la justice. Et l'idée là est de maintenir l'enfant dans le milieu familial, sachant que malheureusement il peut y avoir effectivement des partis pris. Ça,
je l'entends, je l'ai déjà entendu, des partis pris qui vont favoriser quelquefois un peu trop les parents biologiques, s'il y a par exemple conflit autour de ça, ou bien plutôt la mère que le père. Mais le fait que les équipes soient pluridisciplinaires, en tout cas dans l'environnement où j'évolue là sur Aix-en-Provence, le fait que les équipes soient pluridisciplinaires avec des assistantes sociales, des éducatrices, des éducateurs, des psychologues, donc pédopsychiatres, avec une formation de psychanalyste en ce qui me concerne, permet j'espère, de prendre justement un peu de recul par rapport aux situations et de ne pas rester dans quelque chose de l'évidence. Par exemple, un enfant qui est bien avec sa mère, pourquoi on changerait les choses, alors que souvent c'est bien plus compliqué que ça, ou d'autres évidences comme par exemple un enfant qui vit un conflit permanent, pourquoi maintenir cette résidence alternée alors que à chaque passage de changement de résidence l'enfant vit un conflit. Voilà, toutes ces questions on peut les discuter en réunion d'équipe et élaborer des stratégies dans l'intérêt de l'enfant en partant du regard de l'enfant plutôt que du regard d'un parent ou d'un autre qui se sent dépossédé de son objet privilégié qu'est l'enfant, ce qui n'est pas une bonne posture pour l'enfant, hein. Bien sûr, mais dans le cas où effectivement les parents ne s'entendent pas, qu'il y a une séparation, il faut aussi maintenir un accès à l'enfant à ces deux parents. Nous avons signé le CIDE, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, donc il y a des traités internationaux. Il y a la loi de 2002, dont les débats de Ségolène Royal disaient que il fallait privilégier telle ou telle posture. Donc la loi existe au niveau national et international, et cette loi est censée être non discriminante et garantir l'accès à l'enfant à ses deux parents. En tant que professionnel, que pensez-vous sur le terrain de l'application de ces directives? Alors, en tant que professionnel, en tout cas, je les soutiens très fort parce que, si vous voulez, un enfant qui est élevé par un parent isolé, c'est des choses qui arrivent, c'est un enfant qui risque d'être confronté plus qu'un autre à une sorte d'autoritarisme ou de dictature, alors qu'un enfant qui réellement est éduqué par une concordance éducative ou par une autorité parentale conjointe qui donc forcément se discute, eh bien il va être dans une situation où il y aura justement une réflexion autour des règles éducatives qui vont le concerner. Donc je suis extrêmement favorable à l'application sur le terrain du fait qu'il y ait effectivement des autorités parentales conjointes lorsque c'est possible, parce qu'il y a aussi des enfants qui n'ont qu'un parent, hein. Oui, bien sûr. Monsieur Lavergne sur RLP 102.3, pédopsychiatre et psychanalyste sur Aix-en-Provence, avec une immersion professionnelle prolongée dans le cadre du traitement de l'enfance, y compris dans les conflits familiaux. Nous soutenons ici très régulièrement que les pères d'aujourd'hui ne sont pas les pères d'hier, que les parents d'aujourd'hui ne sont pas les parents d'hier, de manière absolument générale, que l'accès au monde professionnel, l'accès au monde de la famille s'est équilibré, mais l'environnement du traitement de la famille, lui, a-t-il évolué? Peut-être pas partout, mais quand
quand même notre société a beaucoup évolué, vraiment beaucoup évolué. Et oui, je partage votre point de vue sur l'évolution aussi de la posture du père. Moi, mon propre père était un homme qui gardait certaines distances, qui avait du mal à être câlin avec moi, et le père de mon père était presque un homme, on va dire, qui faisait peur, quoi. Voilà. Donc oui, les positions paternelles ont beaucoup évolué, et je pense que la société aussi a beaucoup évolué. Bon. Alors après, la société évolue effectivement plus vite que la loi. C'est normal, c'est comme ça. Mais après, l'application sur le terrain, elle dépend beaucoup des personnes. L'intérêt de la loi, c'est qu'une décision, on peut faire appel d'une décision si jamais on n'est pas d'accord. L'intérêt de la loi aussi, c'est que c'est, encadré par un système qui fait que normalement les abus ne sont pas possibles. Mais c'est vrai que je vous accorde assez volontiers que des abus, j'en vois sans arrêt. J'en vois sans arrêt, aussi bien comme pédopsychiatre de service public où je reçois des enfants en consultation, donc dans le cadre du service public, que même dans le cadre de l'enfance protégée lorsque je travaille pour la protection de l'enfance. Oui, des abus, il y en a. C'est pas pour autant que c'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut les c'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut penser que c'est la généralité. Voilà. La règle, c'est la loi. Bien sûr. Bien sûr, on va quand même rappeler que les statistiques disent que, en cas de désaccord sur les modalités de garde, les pères ont la garde entre 7 et 8% des cas, que cela comprend les adolescents qui imposent leur choix et les mères qui, visiblement, elles sont totalement dysfonctionnantes, ce qui veut dire que le système judiciairo-social, si on peut se permettre d'inventer ce terme-là, va privilégier, que l'on veuille ou non, un type de parent, c'est-à-dire que tout penche, les experts penchent, les services penchent, les mesures d'assistance penchent, les jugements penchent, tout est un petit peu en diagonale. Oui, les statistiques vont dans ce sens, mais je vous assure que il y a des possibilités pour un père de défendre sa place de parent auprès de l'enfant. Ce qui est plus difficile peut-être, c'est d'assurer les fonctions maternelles et les fonctions paternelles d'une manière qui va aller dans l'intérêt des enfants. Ah, c'est parfait. C'est une transition idéale. Monsieur Lavergne, 102.3 RLP, un auteur qui passera dans une prochaine émission m'expliquait il y a pas longtemps qu'il y avait une différence entre le rôle et la fonction de père, que la mère attribuait cette fonction à quelqu'un, ce qui expliquait la panique de certains pères qui avaient des ruptures en âge précoce de l'enfant. Je n'ai pas très bien compris. Pouvez-vous, en tant que professionnel et thérapeute, m'expliquer ces différences entre le rôle et la fonction et comment on fait lorsqu'on est en famille monoparentale pour garder son accès à l'enfant, pour éduquer comme... Expliquez-nous un petit peu cette chose-là, éclairez-nous. Je vais vous proposer de partir à l'envers, de partir depuis le regard de l'enfant. Pour se construire, un enfant a besoin d'une fonction maternelle et d'une fonction paternelle. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin d'être entouré, coucouné, rassuré, nourri. Tout ça relève de la fonction maternelle, mais il a aussi besoin de la fonction paternelle qui va l'ouvrir au monde, l'ouvrir à l'extérieur, à la connaissance et à son développement relationnel avec les autres. Les fonctions donc maternelles et paternelles sont des fonctions qui sont incarnées par les adultes qui s'occupent de l'enfant. Au bout du compte, à force d'expérience, on peut se rendre compte qu'il y a des adultes qui vont être plutôt doués pour incarner la fonction paternelle, puis d'autres plutôt doués pour incarner la fonction maternelle. D'accord. Oui.
Et dans une vision plutôt simpliste du monde, on pourrait dire que les mamans sont plus faites pour incarner les fonctions maternelles et les papas sont plus faits pour incarner les fonctions paternelles. À l'expérience, on se rend compte qu'il y a des mamans très autoritaires et très pressées de voir leur enfant aller à l'école et rencontrer d'autres enfants et acquérir des connaissances, et etc. Donc tout ça qui relève de la fonction paternelle. Et puis des papas qui vont être très préoccupés de l'alimentation au quotidien de leur enfant, vérifier que l'enfant dort bien, à son quota de sommeil, qu'il n'a pas d'angoisse, qu'il a son doudou avec lui quand il s'endort, etc. Tout ça qui relève plutôt de la fonction maternelle. Et fort heureusement, finalement, chacun d'entre nous est capable d'avoir en tête la compétence de la fonction maternelle ou de la fonction paternelle. D'où l'apparition du terme composante maternelle et composante paternelle. Absolument, absolument. Pour continuer sur ce que vous disiez sur le rôle du père et le fait que la mère nomme le père, ça c'est une composante importante. C'est vrai que la seule certitude biologique, c'est la naissance par la mère, le lien biologique à la mère. Quand l'enfant naît, la mère va désigner le père et va dire c'est toi le père. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'apparaît finalement cette idée que le père est nommé par la mère. Dans l'habitude, habituellement, cela va avec la reconnaissance par le père de l'enfant. C'est-à-dire que le père va à ce moment-là accepter l'idée qu'il est nommé par la mère comme père de l'enfant et qu'il va donc déclarer l'enfant et reconnaître l'enfant et donc prendre sur ses épaules le fait de co-éduquer avec la mère l'enfant. D'accord, mais cela date d'une époque où il n'était pas possible de définir biologiquement, il n'y avait pas de test à l'époque. Aujourd'hui, on peut savoir si l'enfant est le nôtre ou pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça a défrayé la chronique avec Yves Montand il y a quelques années. À ma grande surprise d'ailleurs, parce que logiquement, la définition du père est légale. Elle n'est pas biologique. Il y a une incidence sur la psyché de l'enfant, la façon dont il se construit. Je veux dire, la mère peut dire je m'en vais, tu ne verras plus ton enfant. Elle prend l'enfant, elle lui montre un autre homme, elle lui dit c'est lui ton père. Ça marche? C'est un mensonge alors. C'est un mensonge. Oui. Mentir aux enfants, c'est jamais très bon. Je pense c'est aussi. C'est même comment dirais-je, toxique. Hein. Oui. Donc j'essaie de vous répondre simplement à une question de fond, qui est qu'effectivement lorsqu'on ment aux enfants ou lorsqu'on ne dit pas certaines choses aux enfants, c'est du non-dit, des histoires cachées dans des placards, on fabrique des maladies, on fabrique des enfants malades. Oui, mais oui. C'est grave, c'est très grave. Je pense effectivement que c'est extrêmement grave. On se guette, traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans le manteau d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui craignent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour des enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace et le silence me répond en secret. Son secret. De toi les chantons la vie qui est en nous et autour de nous. Comment on peut faire pour aider son enfant à surmonter un traumatisme de séparation lorsqu'il est encore très jeune, que ça se passe mal? Quelle est la posture qu'il faut que l'on ait pour aider au mieux son enfant? Je crois franchement que il est
Un enfant est capable de comprendre plein de choses dès lors que le discours est empreint de vérité. Le problème, c'est que c'est quelquefois difficile d'être en phase avec sa propre vérité. Moi, dans tous les conflits ou dans toutes les histoires difficiles que je peux rencontrer dans mon travail, une des premières tâches que je me donne, c'est d'amener la personne que je rencontre, ou directement d'ailleurs ou indirectement, parce qu'une grande partie de mon travail aussi est en deuxième ligne, auprès d'intervenants qui interviennent auprès des personnes en difficulté. Une des premières tâches que je me donne, c'est d'aider la personne en difficulté à trouver sa propre vérité. Une fois qu'elle a trouvé sa propre vérité, il faut pas que ça dure des années non plus, ce sera beaucoup plus facile de communiquer avec l'enfant justement cette vérité. Il faut peut-être que je prenne un exemple, ou je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Pour aider, la question c'est comment faire pour aider un enfant qui est témoin d'une séparation difficile. En gros, c'est ça. Alors, clairement, imaginons, j'ai quelqu'un qui vient me voir en permanence ou qui me contacte par téléphone et qui me dit comment faut-il que je fasse. Madame est partie, j'ai du mal à voir mon enfant, elle me le présente pas, et par intermittence, j'arrive à avoir un accès à mon fils ou à ma fille qui est assez jeune. Comment il faut que je fasse pour garder mon lien et protéger mon enfant en même temps? Je dirais qu'il y a deux démarches. Il y a la première démarche qui est celle de l'adulte concerné, qui donc a des droits et des devoirs parentaux, mais il a donc des droits. Et si ces droits ne sont pas respectés, il doit porter plainte. Selon moi, il ne faut pas laisser, il faut pas laisser ça dans l'ombre. Voilà, ça c'est la première chose. Mais c'est, je dirais, le devoir de l'adulte de réclamer ses droits, et c'est important pour l'enfant qu'il ait conscience qu'il a affaire à un adulte qui est capable de se défendre et d'utiliser la loi pour faire valoir ses droits. Donc il n'y a pas d'état d'âme. De mon point de vue, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Je veux dire, voilà. Quelquefois les gens en ont peur parce qu'ils se disent que ça va altérer la relation à l'enfant. Il faut que le parent soit capable de se défendre et de faire appel à la loi. Cela concerne aussi son image que l'enfant a du parent. Absolument, absolument. Pour l'adulte qui est en situation de difficulté, c'est important de se défendre. Et d'autre part, c'est important aussi pour l'enfant que l'adulte en question soit capable de se défendre en utilisant la loi et non pas en utilisant des mécanismes qui seraient hors la loi ou l'intimidation ou des choses comme ça. Il y avait aussi la dimension, les rares fois où je rencontre mon enfant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire s'il me dit mais pourquoi t'as porté plainte contre maman, ou pourquoi est-ce que je te vois pas, ou des choses comme ça. J'imagine que c'était un peu ce qui était dans votre question. Oui, comment faut-il faire Oui, ouais. Oui. Eh bien, c'est la réponse est un peu la même que celle que je vous donnais tout à l'heure. Il s'agit d'être en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire d'être clair avec soi-même et de dire la vérité. Et de dire la vérité avec les mots qu'on utilise habituellement, même si l'enfant est petit. Il n'y a pas de raison d'utiliser un langage entre guillemets de bébé. Il faut dire les choses avec les mots qu'on a l'habitude d'utiliser. Et si l'enfant ne comprend pas, le dire encore d'une autre manière. Mais c'est très important de pouvoir échanger avec l'enfant sur son propre ressenti. Il faut dire tout simplement « j'ai ressenti telle et telle chose, j'ai demandé telle et telle chose ». Vous voyez, il faut se positionner en harmonie avec soi-même. Mais quand vous avez un enfant de 7 ou 8 ans, vous allez lui raconter les jugements? Alors, c'est peut-être pas très passionnant de raconter les jugements, mais par contre, on peut expliquer à un enfant de 7-8 ans, oui, qu'il y a une loi qui concerne la façon dont les parents se séparent, et qu'il y a d'ailleurs aussi une loi de protection de l'enfance, si jamais elle est en jeu. Mais déjà parler de la loi qui concerne le jugement, le juge aux affaires familiales, oui, je pense que ça peut être expliqué à l'enfant très comment je pourrais dire, d'une façon qui lui montre que c'est une affaire de grand. D'accord. Moi j'ai lu des jugements où le JAF reprochait à l'un des deux parents d'expliquer et de faire lire des documents à l'enfant
il disait que à 12 ans, les enfants étaient trop jeunes pour être reçus par le juge, et qu'il fallait les protéger, que c'était Euro Disney, qu'il fallait qu'ils soient au courant de rien, jusqu'à ce qu'ils aient 15 ou 16 ans. Je l'ai lu écrit dans des jugements. Oui, mais vous voyez bien qu'il y a une nuance entre le fait que l'enfant soit informé de ce que font les adultes. Il y a une nuance qui est très importante entre le fait que l'enfant soit informé de ce qui concerne les adultes et de comment se positionnent les adultes qui ont le devoir de l'éduquer, d'une part, et d'autre part, le fait que clairement, lui, l'enfant, n'a pas son mot à dire, jusqu'à un certain âge en tout cas. La dérive, si vous voulez, lorsque les juges d'affaires familiales reçoivent l'enfant, c'est qu'il y a une dérive qui finalement va conduire l'enfant à devenir responsable du choix de la résidence qu'il va faire. Et c'est pas forcément un service qu'on lui rend. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut essayer de pas impliquer trop l'enfant. Donc je comprends qu'il faut l'expliquer, il faut lui expliquer, il faut lui dire, l'informer du cadre, en essayant de ne pas l'impliquer émotionnellement si possible. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Et en lui rappelant aussi qu'il a la chance et l'inconvénient d'être mineur. We stop to look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new toy lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness and knows what stands in front of our lives. I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Alors, Monsieur Lavergne sur LRP 102.3, pédopsychiatre professionnel et psychanalyste sur Aix-en-Provence, qui travaille aussi avec la protection de l'enfance dans le service public et qui reçoit en privé à son cabinet. Avez-vous l'impression qu'il y a une convergence du droit de la famille, de la gestion de la famille et de l'éducation avec l'évolution de la société vers la modernité et le domaine, on va dire, homoparental? Moi, c'est dans les années 2000 que les psychanalystes ont commencé à définir et à publier que la famille avait changé. Hein, je pense à des écrits d'Elisabeth Roudinesco, par exemple. Mais c'est quand même beaucoup plus tard que la loi l'a acté. Hein, donc il y a quand même un décalage entre la réalité, la perception, le fonctionnement parental, le fonctionnement de la famille et la mise en conformité, on va dire, hein, pour parler simplement de la loi avec ce qui se passe au quotidien. D'accord. Avez-vous été confronté dans le domaine professionnel à des familles homoparentales, donc avec des enfants et des gestions de problématiques de séparation? Alors oui, bien sûr, et bon, heureusement, hein, j'y ai été confronté où j'ai rencontré des situations où tout se passe très bien. Hein. Bien sûr. Y compris dans l'adoption d'ailleurs, qui est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est un sujet difficile aussi. Hein, l'éducation d'un enfant adopté, c'est compliqué. Et les postures des parents pour un enfant adopté sont quelquefois très difficiles à tenir, que ce soit celle du père ou celle de la mère, hein, parce qu'il y a un questionnement sur le biologique qui est rémanent et qu'on retrouve un petit peu justement dans les familles homoparentales. Alors, ça dépend comment l'enfant est arrivé dans cette famille, mais oui, c'est des questions difficiles. Alors quand il y a une séparation, moi ce que je trouve d'assez frappant et dommage pour l'instant, c'est que finalement la société ne défend pas tellement bien, enfin encore moins les postures des parents des parents de l'enfant. C'est-à-dire que quelquefois il y a des décisions juridiques qui vont être
qui vont pas trop tenir compte du fait que l'enfant a été coéduqué. Vous rejoignez l'émission spéciale couples homoparentaux que nous avions fait en mars, où les porte-paroles de l'APJL, de Contact, etc., nous disaient que leur problématique était l'obtention des droits, et que donc la défense de ces droits était encore plus compliquée que pour les autres familles, parce que ces droits n'existaient pas, et que pourtant, lorsque vous avez deux personnes qui se sont placées en tant que parents depuis la naissance de l'enfant jusqu'à ses 10 à 12 ans, la séparation peut être aussi problématique par rapport à l'enfant et devrait être gérée plus intelligemment qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, il y avait une convergence entre leurs problématiques et les nôtres, en fait. Je voulais savoir si vous, en tant que pédopsychiatre, vous confirmiez ce point. Oui. Et je dois vous dire que quelquefois, ça a pu m'arriver d'être confronté à cette situation dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que quelquefois, ça en arrive à ce que l'enfant soit signalé comme étant en danger auprès du juge des enfants. Et là, curieusement, je trouve que finalement la loi de protection de l'enfance remet un peu les pendules à l'heure et redonne un peu des fonctions à chacun des deux parents qui ont été impliqués dans l'éducation de l'enfant. Mais ça reste très, c'est pas un cadre juridique très défini. Et il y a vraiment du progrès à faire, pour adapter le cadre juridique à la réalité des familles d'aujourd'hui. D'accord. Mais écoutez, c'est une transition parfaite pour notre conclusion. Vous, en tant que professionnel ayant plusieurs dizaines d'années d'expérience, comment voyez-vous l'avenir, l'évolution de la société, la famille de demain, le traitement de la famille de demain, la gestion de la famille de demain? Comment vous le percevez, et vers quoi, à votre avis, nous allons tendre? Eh bien, notre société est passée par des moments très particuliers, avec le confinement sanitaire, qui a finalement révélé plein de choses, plein de travers qui existaient déjà, mais qui du coup sont apparus, plus des conflits, etc. Mais de manière générale, je dirais que notre société est de plus en plus individualiste et qu'elle valorise de plus en plus l'individu, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'ouverture au monde, et chacun est de plus en plus responsable de ses choix, ce qui quelquefois met en difficulté des parents qui auraient besoin d'aide et qui trouvent peut-être pas suffisamment facilement justement l'aide dont ils pourraient bénéficier pour être les parents qu'ils voudraient être. Donc l'évolution de notre société, je dirais qu'elle va vers une famille multiple. Enfin, il y aura vraiment tous les styles possibles de famille, selon moi, et une grande responsabilisation de chacun dans ses droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant. Il y a une dérive qui, moi, m'inquiète un petit peu, c'est que je trouve que la fonction paternelle est de moins en moins valorisée. Fonction paternelle, je parle pas des pères, je parle de la fonction paternelle, est de moins en moins valorisée et qu'on a de plus en plus de mal à trouver finalement des parents qui vont avoir l'autorité suffisante, commune, partagée, pour encadrer et rassurer un enfant vers une éducation, une pédagogie qui va lui permettre d'acquérir un maximum de choses pendant son enfance. D'accord, écoutez, ce sera le mot de la fin. J'ai cru comprendre que nous nous reverrons peut-être, nous nous écouterons peut-être bientôt avec une rubrique éventuellement où nous pourrons aborder tel ou tel point. On vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et puis écoutez, à bientôt. Avec plaisir et merci à vous. Bonne journée à tous, au revoir. Merci Monsieur Laverne, merci. At one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation, a moving paper fantasies, listening for the new toy lies, with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything
Voilà, c'était l'émission 19 de Jaf ta mère avec Stéphane depuis le Périgord, l'émission de l'association Équité Parentale. Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, un bon été. Le printemps a été difficile, nous ne savons pas ce que nous réserve l'automne, donc nous vous conseillons d'aller vous reposer un peu. Profitons de ces moments avec nos enfants. Restons sages, le site web de l'association équitéparentale.com. Le blog sospapa24.com, comme je vous ai dit, je pouvais pas changer le nom de domaine, mais nous sommes totalement indépendants et reliés à l'association Équité Parentale elle-même, qui est nécessaire et suffisante dans notre cause, avec ce collectif qui a co-signé à 25 ce document que nous présentons aux politiques. Toutes les émissions précédentes sont disponibles sur YouTube. Vous tapez Jaf ta mère en 3 mots et vous trouverez les podcasts des 18 précédentes. Tous les invités que nous avons pu avoir. La prochaine émission sera avec Monsieur Gérard Néran, sociologue. Nous aurons une analyse sur notre environnement. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez sages et à bientôt. Au revoir. Jaf ta mère.